merci d'être venus. Donc je vais me présenter, avant de vous parler d'écriture, je vais d'abord me présenter que vous connaissiez un petit peu mon parcours, sinon vous n'allez pas trop comprendre pourquoi je suis venu dans le monde de l'écriture. Donc dans un premier temps, moi j'étais un enfant qui a eu une enfance très heureuse et plutôt paisible. Mon père était militaire, donc on vivait dans une grande base militaire sur une colline en Normandie. Donc il n'y avait pas beaucoup de distractions, mis à part la cueillette de champignons dans la forêt, le potager de mon papa, mais j'étais heureux, ça me convenait, quoi. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser au sport assez jeune. J'ai commencé par faire du foot. Alors le foot, moi, c'était pas du tout mon truc, hein. C'est clair que mon père il venait nous voir avec mon frère, on faisait du foot ensemble dans un club, et très vite, on a vu que c'était pas pour nous, parce qu'on était tout le temps sur le banc, on jouait jamais, et quand on jouait, c'était pas trop ça. Donc on est passé au basket, là il y a eu un vrai déclic, par contre au basket ça l'a fait tout de suite. Et j'ai commencé en fait à vraiment m'intéresser de plus en plus au sport. Ça aura beaucoup d'importance par la suite. Donc mon enfance était vraiment heureuse. Et, après, donc, au niveau de mon adolescence, j'ai eu un passage vraiment très très compliqué. Vous allez dire comme beaucoup d'adolescents. C'est vrai, c'est ce qu'on a cru dans un premier temps. On a cru que je faisais une crise de l'adolescence parce qu'en fait moi j'ai commencé à faire des crises de bouffées délirantes et à rentrer en schizophrénie dès l'âge de 13 ans. Donc des voix qu'on entendait, des hallucinations, de la paranoïa, tout ça en fait. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi je me cachais, je me terrais dans ma chambre en disant que je jouais aux jeux vidéo. Hein. Pour ceux qui connaissent, à l'époque c'était la Super Nintendo. Ça a un peu évolué depuis, hein. C'est plutôt la Xbox et ce genre de choses. Et donc je me disais que je jouais aux jeux vidéo, je me cachais dans ma chambre en espérant que mes parents n'allaient pas se rendre compte de mes crises en fait. Le problème c'est que les crises elles ont été crescendo. Hein. Dans un premier temps, je montais dans un bus et je vois une fille avec une frange au fond du bus. Et là, je me dis, en montant dans le bus, pourquoi elle me regarde, pourquoi elle rigole, elle parlait juste avec son copain. Et en fait, je pensais j'entends des voix qui me disent que cette fille dit, regarde ce type, qu'est-ce qu'il a l'air con, enfin ce genre de choses, quoi. Donc je prends peur, je me mets juste derrière le conducteur du bus, c'est-à-dire le plus loin d'elle, vu qu'elle était au fond du bus avec son copain. Et puis ça commence comme ça, en fait, ces voix que je vais commencer à entendre. C'est la première crise de bouffée délirante que j'ai eu. Et le problème, c'est que ça va aller crescendo. C'est-à-dire que dans le bus, dans un premier temps, c'est juste elle et son copain qui parlent et qui disent des choses malencontreuses contre moi. Et dans un deuxième temps, ça va plus être juste elle, c'est tout le bus, ce sont des voix qui grouillent comme ça dans ma tête, et c'est tout le bus en fait qui parle sur moi, qui dit des choses très très négatives, donc je prends peur. Et c'est une sensation très très étrange que je souhaite à personne, parce que je m'en souviens toute ma vie, c'était comme si je venais de faire un footing ou un basket, si vous préférez. J'étais en nage, j'étais complètement en nage, j'avais l'impression d'avoir fait de l'exercice physique au bout de quelques minutes, donc je sors du bus quelques stations après, parce que du coup, j'avais peur en me disant peut-être que si tu quittes le bus, et du coup, les voix vont s'estomper. Donc au bout d'un certain temps, effectivement, les voix vont s'estomper, donc ça c'est ma première crise. Alors le problème, c'est que ces crises vont aller crescendo, ça va plus être juste 1 heure ou 2 heures dans une journée, ça va être une journée, puis 2 journées, puis une semaine, 2 semaines, et voire plus. Donc j'ai fait plusieurs crises comme ça. Il y en a une autre dans le métro à Rennes, où par exemple je rentre dans le métro, je vois quelqu'un qui est habillé avec un costume noir, donc forcément c'est quelqu'un du FBI qui me suit. Ça paraît logique, puisque je suis quelqu'un de très important. Donc forcément, moi je m'invente en fait un vrai délire, et cette personne me suit, donc je prends peur, je quitte la station de métro. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métro, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont habillés en noir. Donc je remonte au métro d'après et je vois encore quelqu'un habillé en noir. Et je suis tellement dans mon délire, même si la personne ne ressemble pas, c'est forcément la même personne en fait. Parce que finalement, on s'auto-persuade dans notre délire. Donc ça, c'est les 2 premières crises que je vais faire, que je vais cacher. Je vais pas en parler, je vais en faire d'autres. Par exemple, à Rennes, je me balade tout simplement dans la ville, et puis il y a un groupe de jeunes qui passe à côté de moi. Je crois qu'il y a un des jeunes qui se moque de moi alors qu'il est juste en train de parler avec ses copains, quoi, de rigoler, quoi. Et donc je passe juste à côté de lui et je le pousse exprès parce que en fait je le cherche en pensant comme il m'insulte, enfin je crois qu'il m'insulte. Donc je commence à le chercher. Heureusement les jeunes sont plutôt cool et passent vite à autre chose, et donc du coup moi aussi. Mais c'est vrai que dans ma tête je vivais dans cette espèce de conflit où il y avait d'un côté cette paranoïa qui disait que j'étais recherché à la fois par la police, dès que quelqu'un me croisait, un regard était forcément malveillant. Donc il y avait ça, et donc ça c'est en quelque sorte la folie quelque part. Et de l'autre côté, il y avait de l'autre côté la raison qui me disait, dans un premier temps, dans mes crises en tout cas, non, ce que tu crois voir ou entendre, c'est pas possible. Le problème, c'est que souvent, quand on est en crise, forcément
la raison, on ne la voit plus, c'est-à-dire qu'on la voit peut-être dans un premier temps, ça se compte en nanosecondes peut-être, en quelques bribes de secondes, et puis d'un seul coup la crise prend le relais, et là c'est plus fort que nous, on est dans ce délire-là. Alors je vais cacher toutes ces crises-là jusqu'à mes 23 ans, où là je vais faire une chose beaucoup plus grave. Mon père, étant militaire, était parti au Brésil, il revient d'un voyage au Brésil, et là en fait quand il revient, je m'invente toute une histoire, comme quoi mon père, si on a des rapports très conflictuels depuis l'adolescence notamment, ce qui me soutenait, enfin lui pour lui le basket c'était bien, mais c'était pas, moi je voulais être basketteur professionnel à l'époque, et c'est vrai que moi les études c'était important, mais il n'y avait pas que ça. Et donc du coup mon père il me disait toujours non, tes études, et moi ça m'énervait. Maintenant je comprends aussi pourquoi il me disait ça, mais c'est vrai qu'à l'époque on avait des rapports très conflictuels. Et donc j'ai inventé tout un univers, tout un monde dans lequel au Brésil il a une autre famille, il a une autre femme, d'autres enfants, et c'est pour ça que nos rapports sont en fait compliqués. Donc quand il va revenir du Brésil, moi je suis avec ma copine de l'époque, Angélique, que j'avais rencontrée en un stage de basket sur Paris. Et donc elle vient nous voir, et je m'en souviens toute ma vie, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'étais tout simplement dans ma chambre, en train de discuter avec Angélique, et d'un seul coup elle me parle, mais en fait c'est comme si le temps s'arrêtait, parce qu'il n'y a plus de son qui sort de sa bouche en fait d'un seul coup. Et en fait, c'est une forme de délire qui prend le dessus, et il y a cette voix qui vient, qui me foudroie, qui me dit si ton père, en fait, tu as des rapports conflictuels avec lui, c'est parce qu'il a une autre famille et qu'il a forcément d'autres enfants au Brésil, c'est pour ça que vous ne vous entendez pas. Et là, mon père, je l'entends, et donc là, la réalité reprend, mon père dit bah, à table, tout simplement. Donc on descend, et là, je sens comme moi que ça monte, mais je ne sais pas ce qui monte, en fait, je sens comme quelque chose qui pourrait se comparer plutôt à de la rage, à ce genre de choses en fait. Ça monte, mais j'essaye de me canaliser. Donc on s'assoit, et là je fixe mon père avec un regard noir, mais vraiment je le fixe, je ne lâche plus du regard. Et donc du coup, bah, forcément il s'en rend compte, et il me dit bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me regardes comme ça. Et là, c'est plus fort que moi, je bondis de ma chaise, et je vais vers lui, je le secoue violemment. Alors heureusement, il y a toute la famille qui va se réunir pour nous séparer. Et ce n'est que plus tard que je vais comprendre en fait l'horreur de la chose, parce que rétrospectivement, en revisualisant la scène, je vais me souvenir du regard d'horreur d'Angélique, de ma mère, de ma soeur et de mon frère, et de mon papa surtout, de faire peur à son père. C'est pas terrible, il n'y a rien de pire je trouve. Enfin, il y a peut-être des choses de pire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et donc le lendemain, quand je vais redescendre un petit peu, ma mère va me demander d'aller voir le médecin. Elle ne va pas me demander, elle va me l'imposer, mais je vais accepter rapidement l'idée. Et c'est comme ça qu'on va découvrir que je suis atteint de schizophrénie. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir commencer à me soigner. Et finalement, ça va être le premier pas d'un long chemin vers le rétablissement. Alors moi, ce qui m'a... Donc là, je vais vous présenter un petit peu mon parcours pour que vous compreniez. Et ce qui m'a beaucoup aidé, notamment quand j'étais à Internet, parce que j'étais à Guillaume Régnier ici même, c'est vrai que c'est l'écriture. Je me souviendrai toujours que j'ai commencé à écrire Obscure Clarté, c'est le livre qui est juste là. J'ai commencé à l'écrire en fait lors d'une des premières permissions que j'ai eues d'aller dans le parc. Au début, j'avais pas le droit de sortir parce que j'étais vraiment très perché. Et quand ça a commencé à être un petit peu mieux, quand les traitements aussi ont diminué un petit peu, j'ai commencé à avoir plus d'énergie, donc à pouvoir sortir. Donc j'ai commencé à écrire juste quelques bribes de mots que j'avais écrit dans le parc de Guillaume Régnier. Si je me souviens très bien, c'était un jour où il faisait très beau. Le temps me semblait calme, apaisé, en fait un peu comme mon esprit à ce moment-là. Et je vais commencer à écrire l'introduction, j'ai écrit quelques lignes. Et puis après, bon, avec le fait que j'étais quand même encore interné, que j'avais du mal à me concentrer, je vais la mettre de côté, cette introduction, et pendant 2 ans, je ne vais pas oser y retoucher par manque de confiance, par peur aussi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans Obscure Clarté, c'est je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles. C'était vraiment ça, c'est quand j'ai commencé à écrire l'introduction, j'ai vu que ça me faisait peur un petit peu en fait, tout ce que je pouvais écrire. Et donc du coup, je l'ai mise de côté. Et aussi, je me sentais peut-être pas encore en capacité d'écrire un livre entièrement avec les traitements qui étaient à l'époque très forts. Donc je vais les mettre de côté. Et puis un jour, au bout de 2 ans, quand ça va commencer à aller un petit peu mieux, que les traitements vont diminuer, bon, je suis sorti de l'hôpital, moi je suis resté à l'hôpital qu'un mois et demi, à peu près, 1 mois je crois, c'est ça. Et du coup, quand ça va commencer à aller un petit peu mieux, je vais reprendre cette introduction que j'avais mis dans le grenier chez mes parents. Donc j'avais de la chance qu'elle soit encore là, parce que ça aurait pu très bien bouger. Donc je reprends cette introduction, et puis je commence à réécrire le livre. Et je vais montrer, comme quoi des fois on a besoin d'un coup de pouce, je vais montrer à mon entraîneur de basket de l'époque était aussi écrivain.
Il est rennais aussi, puis il a écrit quelques livres aussi. Et c'est vrai que je vais lui montrer l'introduction, il va m'encourager à continuer. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si par exemple il m'avait dit, bah écoute, franchement, l'écriture, c'est pas ton truc, tu devrais arrêter. On sait jamais, il aurait pu me dire que lui, ça ne le touchait pas, tout simplement. Je ne sais pas si j'aurais continué. Et il a vraiment aimé et ça m'a donné le courage nécessaire pour continuer. Il va y avoir quelques personnes comme ça qui vont me tendre la main dans mon parcours, qui vont me permettre de finir ce livre. Donc je vais commencer à écrire. Je vais comprendre aussi pourquoi je suis tombé malade, parce que en fait, moi j'avais un gros complexe d'infériorité par rapport à mon papa, qui est maintenant général dans l'armée de terre. Et du coup, moi je voulais lui montrer que je pouvais faire bien. Je bossais 2 à 3 fois plus que les autres. J'ai été jusqu'à la fac de droit, mais si j'avais 10, c'était bien, quoi. Donc j'arrivais pas en fait... j'arrivais pas, malgré mon travail, à avoir les résultats que je voulais, que je souhaitais. Et donc, du coup, en fait, la maladie, quelque part, c'est un soir, en écrivant Obscure Clarté, je vais m'en rendre compte. Je vais écrire et je vais me rendre compte, par rapport à certaines phrases, que je vais relire le lendemain, parce que je relis toujours le lendemain ce que j'ai écrit pour prendre un petit peu de distance. Et il y avait une phrase un petit peu comme ça qui disait que je n'étais pas satisfait de ma condition sociale et que finalement ma maladie me rendait service parce qu'elle me rendait important, puisque dans mes délires, j'étais toujours l'ennemi public numéro 1, recherché par toute la police de France, etc. Enfin, j'étais toujours le centre dans mes délires, en fait. C'était souvent ça. Et c'est vrai que quand j'ai compris ça, ça m'a fait comme un vrai déclic, en fait. J'ai compris pourquoi j'étais tombé malade. Et quand on comprend pourquoi on est tombé malade, bah forcément, on va de l'avant. Dans un premier temps aussi, il faut savoir que l'écriture m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Moi, j'ai longtemps été pas dans le déni parce que je prenais mon traitement, mais dans la honte. J'étais dans la honte de la maladie, mes amis les plus proches n'étaient pas au courant. Quand je recroisais les gens de la fac de droit, parce que j'avais dû arrêter forcément, que je les recroisais, ah bah non, le droit ça m'intéresse plus, non, je suis passé à autre chose. Alors qu'en fait, j'aurais adoré pouvoir continuer, mais comme j'avais des grosses difficultés de concentration, j'avais réussi un petit peu après, j'ai vite dû arrêter. Donc c'est vrai que l'écriture, ça va me permettre finalement à la fois de faire comme une psychothérapie par les mots. Finalement, je ne vais pas avoir besoin de voir beaucoup moins de psychiatres, même si je pense que ça peut être important d'en voir. Et si aujourd'hui, ou demain, si ça n'allait plus, je n'aurais pas de problème à aller en voir. Mais moi, j'avais du mal à me confier quand j'étais à l'hôpital à Guillaume-Régnier. Quand on me demandait si ça va, bah, je disais oui, ça va. Et puis finalement, le psychiatre ou la psychiatre me faisait mon renouvellement de traitement. Je n'arrivais pas à me confier à quelqu'un que je ne connaissais pas au final. C'était très compliqué pour moi. Et ma façon de m'exprimer, ça va être l'écriture. Ça va vraiment être quelque chose de très très important. Parce qu'à la fois, c'est quelque chose, moi, ça me fait comme l'effet, en fait, comme quand je fais du sport. Tout simplement, ça me fait voyager. Ça me fait me sentir mieux. Ça me fait me sentir beaucoup plus détendu et zen. Après, en fait, il y a vraiment un après et un avant l'écriture, comme il peut y avoir un avant et un après un footing pour les gens qui font du sport. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille énormément. Tout simplement, ça fait voyager, ça fait du bien. Et le fait par moment, de sortir ses tripes, même si c'est difficile, il y a un chapitre dans Obscure Clarté où je parle de mon père, que je me souviens très bien, que j'ai écrit dans un bar à Rennes. Il y a des larmes qui sont sorties à la fin de l'écriture. Mais ces larmes, elles ont été salvatrices en fait, parce que ça m'a fait quelque part du bien de mettre mes mots sur mes mots MAUX. Et maintenant, les rapports que j'ai avec mon père sont très bons. Et c'est vrai que l'écriture, ça lui a permis de comprendre certaines choses. Moi, j'ai pas été parfait non plus. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous rapprocher. En fait, il y a une phrase aussi dans Obscure Clarté qui dit que finalement, à l'adolescence, sa main a quitté la mienne, mais finalement, la maladie allait nous permettre de nous rapprocher. C'est pas la phrase exacte, mais grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et c'est très vrai. L'écriture, je pense aussi, ça permet d'être devant vous aussi aujourd'hui, de témoigner, de partager tout simplement cette expérience, de donner un message d'espoir. Moi, je fais pas mal de conférences. Là, demain, je suis sur Dijon pour faire une conférence sur la même thématique. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de sensibiliser sur le sujet, de montrer qu'on peut s'en sortir, même si on a été avec Guillaume-Régnier, même si on a une maladie psychique, même si on traverse de grandes difficultés. Ce qui compte finalement, c'est pas le chemin, parce que le chemin, il est toujours tortueux. Même quelqu'un qui a une vie normale, il a forcément des moments où il est moins bien, des moments où il en a marre. Ce qui compte, c'est d'avoir un objectif et l'arrivée. Et moi, l'écriture, en fait, des livres que j'ai fait, là, j'en ai publié un autre. J'ai tendu la main, que j'ai apporté aujourd'hui aussi. Alors celui-là, c'est un roman psychologique. Et vous voyez, j'ai pas eu besoin de parler de la maladie dedans. C'est un roman psychologique, c'est une belle histoire d'amour entre deux personnages assez torturés. Mais j'ai pas eu besoin de parler de la maladie parce que je suis passé à autre chose, tout simplement. Et ça m'a surpris parce que quand je commence à écrire, je ne sais jamais où je vais.
quand j'écris, en fait, j'écris et puis je me laisse porter. Donc, il y a des gens qui arrivent à écrire en faisant par exemple, ils vont synthétiser avant l'histoire. Moi, ça n'est quelque chose qui m'est complètement impossible. Je commence et puis je me laisse porter, puis après je fais des rectifications et je vois où ça me mène. Et dans ce deuxième livre, J'ai tendu la main, il n'y a eu aucun moment où j'ai eu besoin d'en parler parce que vraiment je suis passé à autre chose. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi surpris un petit peu parce que je m'attendais à ce que la maladie s'immisce à un moment ou à un autre dans le texte. Et au final, non. Et c'est vrai que c'était aussi important pour moi de montrer autre chose parce que j'estime effectivement, je suis atteint de schizophrénie, mais je suis avant tout un être humain, et donc un être humain avec toutes les dimensions que ça comporte. Et c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent de mon premier livre qui parle de la maladie, qui est un témoignage. Je voulais faire un roman, vraiment quelque chose de différent. Donc effectivement, l'écriture, c'est quelque chose qui, moi, ça m'a vraiment transcendé. Je ne suis pas sûr que je m'en serais sorti s'il n'y avait pas eu l'écriture. Le sport aussi m'a permis, notamment le basket, de pousser mes limites. Et je pense que ça m'a donné la confiance nécessaire aussi certainement pour me dire que je pouvais être capable de réaliser un livre. Alors il m'a fallu du temps. Entre l'introduction et le moment où je vais commencer à écrire, il va me falloir, à terminer le livre, il va me falloir beaucoup de temps. Il va me falloir 3 ans pour écrire par exemple sur Clarté, sachant que j'étais la dernière année, moi il me faut 3 ans. Donc il me faut 2 ans pour faire une histoire, à peu près en moyenne. Et 1 an où je relis, je peaufine, voilà, c'est un petit peu un petit travail d'orfèvre. J'aime beaucoup cette dernière année parce qu'on voit tous les petits détails et toutes les petites choses qui peuvent nous permettre d'améliorer le récit. Et donc cette dernière année, j'étais encore en école d'aide-soignant. Je faisais à la fois mon école d'aide-soignant et puis quand j'avais un petit peu des moments pour moi, comme je suis pas un gros dormeur, bon, ça allait. Donc comme j'essayais d'écrire, voilà, de relire certains passages sur Clarté, quoi. Et donc pour J'ai tendu la main, c'est vraiment un autre processus. Alors, parce que c'est vrai que le processus pour Sur Clarté, c'est un processus, une introspection, presque une analyse personnelle, en fait, hein, même s'il y a des choses qui sont aussi un petit peu inventées, le récit est réel. Et alors que J'ai tendu la main, je me suis vraiment éclaté à le faire, dans le sens où j'ai laissé libre cours à mon imagination. Et ce que j'adore avec l'écriture, et ce qui peut aussi libérer beaucoup de choses, c'est qu'on n'a pas besoin de voyager, d'aller à New York, pour ceux qui aiment, je ne sais pas, au Sahara ou ce que vous voulez. Moi, je prends mon stylo, j'ai l'impression que je suis où je veux, en fait. Et ça c'est un sentiment de plénitude incroyable, et je pense que d'autres personnes peuvent le réaliser aussi, parce que souvent on me dit oui, mais c'est dur d'écrire. Alors peut-être que c'est dur, mais dans la vie, il n'y a pas beaucoup de choses qui ne sont pas difficiles au final. Par contre, quand on a un objectif, ça peut être d'écrire, ça peut être de faire du sport, d'avoir un certain travail, ça peut être, je ne sais pas moi, de peindre, etc. Quand on a un objectif, et c'est là où je veux insister, que ce soit l'écriture ou plein d'autres choses, ça nous tire vers le haut, en fait. Et moi, ce qui m'a sauvé aussi, c'était d'avoir ce rêve d'écrire, ce rêve de devenir aide-soignant, et le fait d'y avoir cru et d'avoir été jusqu'au bout. Alors, même si j'avais échoué, parce que j'aurais très bien pu écrire, ne pas réussir à le publier, ce genre de choses, au moins j'aurais été au bout du truc. Et pour moi, ce qui est très important dans n'importe quel domaine, c'est de ne pas avoir de regrets, en fait. Parce que souvent, je vais citer la métaphore de l'avion que j'ai vue, je m'intéressais beaucoup au développement personnel. Et dans la métaphore de l'avion, en fait, souvent, par exemple, quand on a un objectif, les gens, beaucoup en tout cas, ils vont avoir un objectif, donc ils vont commencer à mettre des actions en place pour cet objectif, mais ils vont s'arrêter au cours de route parce qu'il y a des obstacles et ils vont se rendre compte que c'est pas facile. Effectivement, c'est comme un avion, par exemple. Un avion, quand il décolle, il faut beaucoup d'énergie, mais pour aller à destination, il faut qu'il maintienne l'énergie. Quand on veut atteindre un objectif, un rêve, c'est ça aussi. Il faut beaucoup d'énergie au départ, et il faut beaucoup d'énergie jusqu'au bout. Alors effectivement, il y a des moments où on aura moins d'énergie, on va être fatigué, parce qu'il y a aussi, j'en suis tout à fait conscient que certains traitements ont des effets secondaires importants. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il faut toujours, même quand on n'est pas bien, avoir cette lueur d'espoir et toujours essayer de quand même aller vers l'avant, tout simplement, parce que c'est ce qui nous tient. Et je pense que dans la vie, si on n'a pas la lueur d'espoir, si on n'a pas un objectif le matin quand on se lève, quelque chose qui nous tire vers le haut, finalement c'est triste, c'est là qu'on tombe en dépression, et ce genre de choses. Donc pour en revenir sur l'écriture, moi ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais pas été bien,
pourquoi j'avais, suite à ma maladie, fait une dépression. J'ai fait une dépression pendant 2 ans où ça a été très difficile. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai essayé de retravailler en tant que téléopérateur, mais j'arrivais pas à me concentrer. Donc c'était très compliqué pour moi. Donc j'ai quand même été pris pour faire la formation, mais j'ai dû quitter la formation en cours de route parce que je n'arrivais pas, c'était trop complexe à l'époque pour moi, puis il y avait des traitements très lourds. J'ai découvert aussi tout ce qui était les maux de tête, parce que j'avais des traitements qui faisaient des maux de tête, des impatiences, tout ça, et j'ai appris à juguler ça. Par exemple, aujourd'hui j'ai encore un traitement qui est plus léger certes qu'avant, mais j'ai toujours des impatiences. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'écris, j'ai jamais d'impatience, j'ai jamais mal à la tête, et je peux écrire à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est comme si mon cerveau, en fait, il se reformatait d'un seul coup, et hop, ça y est, c'est bon. J'ai plus mal à la tête, j'ai plus d'impatience, j'ai plus ce côté un petit peu hyperactif, je suis posé, je suis bien, je suis calme. Et c'est vraiment, je crois beaucoup en l'art-thérapie, bon pour moi c'est l'écriture. Je me suis aussi lancé un petit peu dans le slam, ce genre de choses, et j'essaye de mettre certains de mes textes, parce que j'écris aussi des poèmes et des textes, en musique, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et je vais terminer en vous disant que, en fait, quand on a vraiment quelque chose dans la vie qui nous motive, il faut y aller, il ne faut pas se réduire juste à la maladie en se disant que si on est malade, on n'y arrivera pas. Bien au contraire, il y a de très grands personnages qui ont changé le monde, qui étaient atteints de maladies psychiques. Je pense à John Fornash, qui est le prix Nobel d'économie en 1994. Il y a un très beau livre et aussi un très beau film. Alors le livre, je crois que c'est Un cerveau d'exception. Le film, c'est Un homme d'exception, pour ceux qui connaissent. L'acteur, d'ailleurs, je crois qu'il a eu l'Oscar pour ce livre. Mais je vais terminer en vous disant, rien n'est impossible. Retenez bien cette phrase, rien n'est impossible.